À Sciences Po pour un colloque consacré à l'élargissement de l'Union européenne. Bon, c'est une coopération que nous avons entre Sciences Po et son institut depuis quelques années. Voilà, ça se passe bien depuis, je crois, 8 ans, 6 ou 7 ans. Et bon, bien entendu, c'est lui qu'on vient écouter d'abord et avant tout parce qu'il va nous parler de la façon dont l'élargissement a été vécu, perçu, débattu ou pas en République tchèque. Puis moi j'ajouterai quelques commentaires, mon grain de sel comme toujours, très volontiers. Et voilà, c'est surtout ensuite un débat avec vous qui nous intéresse. Merci. Malheureusement, je ne parle pas bien français. Je dois parler en tchèque. Takže dobrý den. Dovolte mi, abych řekl na úvod pár slov, které se týkají toho, jak Česká republika vnímá vstup do Evropské unie. Bien, bonjour. Je vais commencer par quelques mots d'introduction pour situer un peu le contexte et pour vous parler de comment les Tchèques, comment la République tchèque perçoit sa présence dans l'Union européenne. Já bych začal tím, že to vnímání Evropské unie v České republice je velmi specifické. A kořeny toho českého vnímání můžeme najít už v 90. letech. Na jedné straně v té době zaznívalo to takzvané heslo návrat do Evropy, které skutečně dominovalo celým 90. letům. To byl ten klíčový koncept. Na straně druhé se už v 90. letech objevují první protestní hlasy proti členství nebo kritika českého členství v Evropské unie. A ty hlasy souvisí se dvěma faktory. Les racines de cette perception remontent, ou en tous les cas on peut les faire remonter aux années 90 si on veut en parler. Un des grands slogans, des slogans importants dans les années 90, c'était justement l'importance du retour en Europe, c'est ainsi qu'on en parlait. C'est le slogan qui dominait, mais en même temps, dès les années 90, on entend des voix critiques envers cette présence au sein de l'Union européenne. Ten první faktor je, což je specifické pro český stranický systém, je, že v České republice, na rozdíl od jiných kandidátských zemí z té doby, přežila nereformovaná komunistická strana, která již v té době nabalovala na sebe protestní voliče. To znamená, od počátku, již v 90. letech, tady existoval silný euroskeptický hlas na levici. Ale současně, po té, co se rozdělilo občanské fórum jako to základní hnutí, které existovalo na počátku 90. let, které vedlo k demokratizaci Československa, se rozdělilo na dvě skupiny a dominantní nebo vítězná ve volbách byla ODS, to znamená jedna strana, která vznikla z občanského fóra, a její přístup k transformaci byl ryze ekonomický. To znamená, z toho ekonomického pohledu vzniká potom ta pravicová kritika. To znamená, již v 90. letech se tady objevuje jak levicová kritika komunistická, tak pravicová kritika liberální. Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que une des critiques qu'on a adressées à la République tchèque après la chute du régime communiste, la République tchèque démocratique, c'est qu'elle avait en son sein un parti communiste non réformé, la continuité du parti qui dirigeait avant. De fait, de ce parti, qui avait un électorat relativement puissant, s'élevait une voix eurosceptique, donc des critiques venant de la gauche. Parallèlement, lorsque le Forum civique, donc ce groupe qui a en fait mené, qui a organisé les changements vers une démocratisation du pays, s'est décomposé en deux partis principalement. Le parti qui a dominé, le ODS, le parti démocratique, lui avait une vision très fortement économique, et de ce point de vue-là, ce parti-là aussi a formulé des critiques envers l'entrée en UE. Donc nous avons là, parallèlement, deux critiques, une venant de la gauche, une venant de la droite. A vyvrcholením
té polarizace postupné, která v českém politickém spektru vzniká už v 90. letech, potom byl tady vstup do České republiky, do Evropské unie. Možná jste někdo viděl ten známý komentář, kdy evropské televize se ptali jednotlivých premiérů nových členských zemí, jak vnímají vstup do Evropské unie, a většina premiérů říkala, jak je nadšená, jak je skvělé, že naše země je součástí sjednocené Evropy. A pak je tam vstup tehdejšího premiéra Václava Klause, což byl představitel tehdejší ODS, který tak vrtí hlavou a říká, no já nevím, já s tím nemohu úplně souhlasit, no a jediná možnost vlastně není. Donc cette polarisation culmine justement au moment de l'entrée en UE. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait à l'époque un reportage à la télévision où on demandait aux différents premiers ministres, aux différents chefs d'État des nouveaux pays membres leurs sentiments par rapport à l'entrée en UE. La plupart d'entre eux avaient des formulations enthousiastes, formulaient leur bonheur de voir le pays entrer dans l'Union européenne. Une des seules exceptions, c'était justement le Premier ministre tchèque de l'époque, Václav Klaus, qui était le leader du parti ODS justement, et qui lui disait « je ne sais pas si je dois être, si c'est tellement bien, mais en même temps il n'y a pas d'autre solution ». Takže ta politická elita byla už vlastně už před vstupem, nebo její část výrazná už před vstupem do Evropské unie, značně kritická. Neplatilo to ale výrazně o české veřejnosti. V referendu hlasovalo 77% občanů České republiky pro vstup. A ten podíl, přestože se postupně, zejména teď po ekonomické krizi, postupně trochu snižoval, tak pořád zůstává většina občanů České republiky příznivě nakloněna členství. A to lze samozřejmě doložit i řadou ekonomických faktorů. Stačí říct, že za posledních 10 let Česká republika získala asi 12% svého HDP navíc díky členství v Evropské unii podle nejnovějších odhadů ekonomů. Hospodářský růst po vstupu do Evropské unie začal prudce stoupat ročně asi o 6% v těch prvních 5 letech po členství. A Česká republika se postupně přibližuje konvergence k úrovni Evropské unie, kdy dnes tedy je zhruba na 82% průměru EU. Il faut dire, pour nuancer ce tableau, que le public, la population, elle, est très majoritairement, a une opinion très majoritairement positive de l'entrée du pays en UE. Lors du référendum, 77% de la population s'exprime pour. Avec la crise économique, ce pourcentage a un peu baissé, mais la majorité reste toujours très favorable à la présence du pays dans l'Union européenne. Il y a différents facteurs qui contribuent à cette opinion positive, y compris un facteur économique. On peut prouver, il est évident qu'il y a eu un gros progrès économique dans le pays, après, notamment lors des 5 premières années après l'entrée en UE. Il y a une croissance, au cours de ces 5 premières années, une croissance économique de 6%, et le pays rejoint petit à petit le niveau économique européen. Il est à 82% par rapport aux autres aujourd'hui. A na závěr toho svého úvodního slova bych ještě rád zmínil, kromě tedy těch pozitivních dopadů, který je skutečně dlouhá řada, já je tady nechci všechny jmenovat, ale těch faktorů bychom našli velmi mnoho. Tu současnou situaci, která je bohužel o něco kritičtější, a to je samozřejmě výsledkem té ekonomické krize, která Českou republiku také zasáhla, sice ne tak výrazně jako některé jiné členské státy, ale přesto měla výrazný dopad. A jedním z těch, myslím, nebezpečných důsledků té krize je kromě toho, že tady zůstává pořád ten radikálně levicový i neoliberálně pravicový euroskepticismus, tak se tady objevuje třetí forma euroskepticismu, která je, myslím, nová. Objevuje se v České republice poprvé až po té krizi, a to je populistický euroskepticismus, který je radikální, xenofobní, který si vystačí s jednoduchými hesly. A to je něco, co jsme skutečně nějakou českou obdobu v Front National. Něco takového jsme v České republice neměli a teď se to skutečně objevuje hnutí tzv. Úsvit, které se dostalo do Českého parlamentu, které kandiduje teď do voleb s velmi radikálními xenofobními hesly.
To je třetí typ populismu, který je v České republice nový a který tedy do značné míry mění české politické spektrum. Donc pour finir un peu cette introduction, on pourrait citer bien sûr d'autres conséquences positives de l'entrée du pays dans l'Union européenne. Je ne vais pas les énumérer ici. Je dois dire que juste une remarque encore, bien sûr s'il y a un peu plus de voix critiques maintenant du fait de la crise économique, il y a toujours donc ces deux voix dont j'ai parlé, de gauche et de droite, d'euroscepticisme, mais il y a une chose nouvelle récemment, c'est un euroscepticisme, je dirais, populiste, qui est radical, qui est xénophobe, qui se satisfait de slogans simples. Et nous avons, c'est une nouveauté en République tchèque, quelque chose qu'on pourrait définir comme une sorte d'équivalent du Front National, le parti Úsvit, l'Aube, qui commence à prendre de plus en plus de place, y compris au Parlement européen. Takže bych ten svůj úvodní příspěvek chtěl uzavřít tím, že skutečně těch prvních 10 let po vstupu do EU bylo fakticky velmi úspěšných pro Českou republiku. Ale teď po ekonomické krizi se zdá, že ten české politické spektrum, ale i veřejné mínění se velmi výrazně proměňuje. Takže teď myslím se nacházíme v takovém kritické křižovatce, která nám hodně poví o tom, jak, a zejména třeba i ty evropské volby, nám hodně napoví o tom, jak česká politika bude vypadat, řekněme, v těch následujících 5, možná i 10 letech, s tím, že samozřejmě na jedné straně dochází k nárůstu toho nového populismu, na druhé straně trochu oslabuje ten populismus starý, to je třeba říct. Takže, ale v každém případě platí, že dochází k nějaké proměně českého politického spektra. To je, myslím, klíčová charakteristika, která je důležitá i proto, když chceme hodnotit, jak Česká republika vnímá nebo jak se bude chovat uvnitř Evropské unie. Donc, pour résumer, je peux dire que ces 10 années après l'entrée dans l'Union européenne peuvent être qualifiées de succès, plutôt de grand succès, malgré donc ces voix critiques qui apparaissent après la crise économique. Ce qu'il faut dire, c'est que la République tchèque est sur une sorte de carrefour, une carrefour critique, justement du fait de ces changements dans le spectre politique du pays. Nous allons voir comment les élections européennes vont influer là-dessus. Je crois que ça va pouvoir nous permettre de nous faire une idée de ce que sera justement l'évolution de ce spectre politique au cours des 5-10 années prochaines. Donc à la fois un populisme nouveau qui apparaît, et en même temps, il faut dire aussi que le populisme ancien, les anciennes formes de populisme, elles sont plutôt sur le recul. Voilà, il faut percevoir la situation de la République tchèque en transition en ce moment, peut-être, d'un point de vue politique, pour pouvoir commenter la façon dont les Tchèques perçoivent leur présence en Union européenne. Takže to myslím, na ten krátký úvod úplně stačí a samozřejmě se budu těšit na vaše dotazy nebo na následnou diskuzi. En français, en français. Faut pas abuser de la gentillesse et du talent de Jean-Gaspard Paranicek. Je suis toujours impressionné quand il traduit. Pourtant, je l'ai fait moi-même X fois. Et quand je l'entends lui traduire, je me dis, voilà, formidable. Mais il ne faut pas abuser du privilège. 2 mots pour enchaîner donc sur ce que vient de dire Kratochvíl. C'est vrai que c'est frappant ce contraste entre la réalité et la perception. La réalité, c'est ce qu'il a dit, c'est un extraordinaire succès. Enfin, la République tchèque qui, en l'espace de 20 ans, s'est transformée économiquement, politiquement, intégrée dans l'Union européenne. Bon, et il n'y a pas que les chiffres, on ne va pas vous infliger les chiffres, voilà, c'est dans notre colloque, nous avions tous les chiffres pour démontrer tout ça. Et puis la perception, voilà, qui est en décalage complet, qui est très pessimiste, très négative. Vous interrogez aujourd'hui les sur l'Union européenne, confiance très basse. Vous voulez rejoindre l'euro, surtout pas, c'est incomplet. Ça, c'est une première chose, décalage entre les perceptions et les réalités.
comment expliquer tout ça? Bon, c'est une première idée qui me vient, et ça permet de revenir peut-être ça prend du recul par rapport à la situation actuelle, c'est que le débat tchèque, le discours tchèque sur l'Europe, sur l'Union européenne, sur l'élargissement de l'Union européenne, a été façonné par les deux grands protagonistes de l'après 89. Et qu'il y a eu vraiment les deux grandes figures, les deux grands protagonistes. L'un, c'était Václav Havel, avec son discours sur l'Europe, un discours qu'on pourrait qualifier, et que ses adversaires qualifient d'européiste, et ce n'était pas un compliment dans leur bouche. Et au contraire, l'autre Václav, qui avait l'autre vision de l'Europe, qui, dès le début, ça faut lui reconnaître la continuité dans sa démarche, dans son propos, qui était eurosceptique dès le début. Il avait une vision thatchérienne, son grand modèle c'était Maggie Thatcher. Il y a le marché, il y a l'État souverain. Entre les deux, besoin de rien d'autre. Et l'Europe, bon, un marché, il faut faire du commerce, mais ça se réduit à cela. Et tous ceux qui veulent faire autre chose sont potentiellement dangereux parce que leur projet est une menace pour l'identité et la souveraineté du pays. Identité et souveraineté. Et moi, je n'aimais pas la façon, et vous vous souvenez de sa phrase célèbre, on ne va pas laisser dissoudre notre identité, notre souveraineté dans l'Union européenne comme un morceau de sucre dans une tasse de café. Ça, c'était sa métaphore. Et moi, je veux bien qu'on discute de la souveraineté. C'est un sujet parfaitement légitime, c'est important, voilà. Surtout pour des pays qui viennent de recouvrer leur souveraineté, comme les pays d'Europe centrale, après 89. Bon, la souveraineté, c'est une question trop sérieuse pour être laissée à des intellectuels ou à des technocrates. Bon, ça, très bien. Mais, quand vous mettez dans la même phrase identité et souveraineté, là, vous jouez un jeu il y a un glissement sémantique. L'Europe donc menace notre identité nationale et notre souveraineté. Et vous voyez que chez Klaus, même la comparaison allait jusqu'à la comparaison avec l'Union soviétique. C'est une menace du même type. Donc vous avez d'un côté Havel qui dit l'Europe, mais non, l'Europe c'est notre identité. On me demande ce qu'est notre identité, mais je vous dis toujours, je ne vois pas de contradiction entre mon identité locale, de Pragois, mon identité tchèque, tchécoslovaque, qui était président de la Tchécoslovaquie, et mon identité européenne. Tout ça s'emboîte. L'un ne va pas sans l'autre. Qu'est-ce que disait la dissidence pendant des années? Débattait du fait de la crise de la civilisation européenne. Et qu'est-ce qu'était l'identité tchèque? C'était l'identité tchèque, elle se définissait entre autres par son appartenance à l'Europe, par son européanité. Et que le système totalitaire soviétique, par la division de l'Europe, etc., nous privait en quelque sorte de notre identité européenne. Donc c'est exactement l'inverse. Vous aviez les deux discours inverses. Et en un sens, tant qu'il y avait les deux pôles dans l'espace public tchèque, on pouvait se dire, et les gens se disaient peut-être de façon pragmatique, bon, il y en a un, Klaus, c'est l'économiste, lui il fait le marché, il fait l'économie, il faut des gens comme ça. Bon, mais c'est bien d'avoir Havel, il est là, il donne la vision, de la hauteur, les valeurs. On aime bien ça aussi. Donc, je crois que les Tchèques, d'une certaine façon, croyaient, ils trouvaient leur compte. Mais enfin, politiquement, il était clair que le pouvoir, le vrai pouvoir politique, était du côté de Klaus et de l'ODS. Donc ça, je pense que ça a façonné, et ça, cette rivalité, cette opposition, ça a duré pendant une quinzaine d'années. Donc ce n'était pas quelque chose d'éphémère, et ça a structuré un petit peu le débat. Ça a beaucoup influencé les médias et l'opinion publique. Et donc si vous avez un Premier ministre, puis un président, Václav Klaus, qui pendant 20-25 ans vous répète c'est une menace pour votre identité, votre souveraineté, les médias reprennent, etc. Bon, ça laisse des traces.
Et entre-temps, l'autre Václav, le contrepoids, il a disparu. Il n'est plus président depuis 2003, il n'est plus parmi nous depuis 2011. Donc, le contrepoids a disparu et personne n'a pris sa place. Je n'ai pas vu d'équipe, il n'y a pas d'équivalent, disons. Non. Donc ça, c'est une première observation, c'est que disons, le récit tchèque sur l'Europe et sur le retour en Europe, puisque c'était ça la grande idée après 89, a été en quelque sorte influencé, structuré par ces deux pôles, et à partir du moment où un des deux pôles n'était plus là, ben, on était un petit peu livré voilà, à une vision très pragmatique, très économiste, très comptable. Qu'est-ce que ça nous rapporte? C'est coûts et bénéfices. Et évidemment, si on vient comme comptable, bon, chacun fait ses calculs, enfin, l'idée européenne là-dedans, elle passe à la trappe. Donc ça, c'est le premier. Deuxième observation rapide, il ne faut pas que je parle de trop longtemps. Deuxième observation, c'est intéressant au plan politique que le parti de Klaus, lui, au sommet, était hyper eurosceptique, pour ne pas dire europhobe, parce que quand on commence à comparer l'Union européenne à l'Union soviétique, bon, là, mais c'est de l'europhobie. C'est une insulte pour les Européens de dire ça. La direction de son parti, les dirigeants au niveau parlementaire ou régional étaient déjà plus pragmatiques, c'est des gens beaucoup plus... Surtout au niveau des régions. Ils aiment bien recevoir des fonds européens. Ils sont très contents. Surtout pas y toucher. Continuez, camarades. Ils savent. Donc, eux déjà, ils sont plus souples, plus pragmatiques. Et les électeurs ODS sont pro-européens, majoritairement. Il y a un dernier sondage qui est paru il y a une semaine. 80% des entrepreneurs sont favorables à l'Union européenne, à la place de l'Union européenne, et même favorables à l'euro. L'euro. ODS, en principe, c'est une partie de l'entreprise, des entrepreneurs, le nouveau capitalisme qu'on construit. Donc là, il y a un décalage. Inversement, le Parti social-démocrate, qui, dans son discours, est le plus européen des partis, en principe, ces députés sont déjà plus tièdes quand on leur parle de l'Europe. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et alors, les électeurs, eux, sont très réservés, pour ne pas dire c'est. Donc c'est exactement la même entre le sommet et la base. Donc là, on a un curieux chassé-croisé entre les deux grands partis, qui d'ailleurs ne sont plus les deux grands partis. Alors ça, c'est une troisième observation. Ça, c'était la scène pendant 20 ans. Et puis, on a eu quand même là un tremblement de terre politique, et l'ODS est méconnaissable, le parti de Klaus réduit à la portion congrue, et même le Parti social-démocrate a beaucoup baissé. Et nous avons là, depuis les dernières élections, une coalition nouvelle au pouvoir qui a quand même annoncé un cours beaucoup plus européen. Le pacte fiscal de stabilité que le gouvernement Netchas, seul avec les Britanniques, avait refusé, seul parmi les pays européens avait refusé. Ils vont l'accepter, disent-ils, si la Cour constitutionnelle donne son feu vert. Et même l'euro, ils ne sont pas contre à long terme, etc. Donc il y a un changement dans le discours. Le président aussi, quoi qu'on pense du président, il a aussi pas seulement hissé le drapeau européen, mais il a aussi adopté un discours qui se veut plus pro-européen. Donc on a là une évolution, il faudra juger sur pièce, elle est récente. Bon, mais ça c'est... alors, il reste ce climat eurosceptique dans l'opinion. Je dirais pour conclure que il y a deux contrastes qui me viennent à l'esprit en Europe centrale. Il y a le contraste avec la Hongrie, qui est partie sur un cours national autoritaire, national conservateur autoritaire avec Orbán, et qui, sur l'Europe, prend ses distances
Et ce serait une possibilité pour la politique tchèque. L'autre variante, c'est la politique polonaise. Et la politique polonaise, le Premier ministre polonais, lui, et le ministre des Affaires étrangères encore plus, disent, dans la crise actuelle, il faut plus d'Europe. Eux qui étaient atlantistes avant, européens ensuite, non, maintenant ils ont l'Europe. Il faut renforcer l'Europe, et pas seulement l'Europe de l'économie, l'Europe politique, il faut l'Europe fédérale, il faut une Europe de la sécurité et de la défense. Donc on a là nos deux voisins, en quelque sorte, donnent deux possibilités à la politique tchèque. Il y a une variante, disons, nationale conservatrice, eurosceptique, ce serait un peu le modèle hongrois. L'autre variante qui serait d'évoluer, le gouvernement actuel peut-être, sous une forme atténuée, mais qui irait dans le même sens que la politique polonaise. Je crois que la deuxième option me paraît en ce moment plus probable, à la fois parce que le gouvernement, la coalition gouvernementale, plus favorable à l'Europe, mais aussi parce qu'il se passe des choses à Kiev, parce qu'il y a l'Ukraine, parce qu'il y a M. Poutine, qui curieusement rend service paradoxal à l'unité européenne, même ceux qui étaient tièdes, sceptiques, à quoi ça sert, etc. Quand ils voient ce qu'il se passe à la périphérie de l'Europe, il y a eu la guerre dans les Balkans, il y a peut-être une guerre civile qui se dessine à l'Ukraine. L'Europe, ça, c'est quand même un ancrage qu'on ne peut pas ignorer, et je crois que peut-être, voilà, c'est ce qui se passe aux alentours, dans notre voisinage immédiat, qui va renforcer, qui permettra de renforcer paradoxalement l'idée européenne en Bohème. Non, je crois qu'on est là surtout pour écouter notre ami, notre visiteur. Bravo. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Oui. Oui, je voudrais savoir quel a été l'impact de la crise sur le pays, l'économie, et quel est l'impact économique et social. Quelle a été la réponse? Est-ce que c'est une politique d'austérité qui est menée, ce qui pourrait expliquer une perception un peu plus eurosceptique, ou pas du tout? Oui, pardon. To je právě ta zajímavá otázka, kdy Česká republika zdá se hledá nějaký nový narrativ, nový příběh toho, kam vlastně patří. Protože ten starý narrativ toho, že se Česká republika chce stát členskou zemí Evropské unie, ten je prostě naplněn. To se stalo, to bylo splněno a teď hledá svoje nové místo. Co je smyslem členství České republiky v EU? A jedna z těch odpovědí, která se nabízí a na kterou zdá se česká veřejnost velmi reaguje, je ta představa nikoli východ a západ, to znamená nové členské státy a staré členské státy, ale sever a jih. Ta Evropská unie kolem Německa a kolem té austerity, kolem restrikce fiskální a Evropa jižní, která je vnímána jako rozhazovačná, nespolehlivá a tak dále. To je samozřejmě hrubé zkreslení, ale v českém veřejném diskurzu skutečně průzkumy veřejného mínění ukazují, že většina české veřejnosti na to reaguje pozitivně. To znamená, teď nedávno Eurobarometr průzkum, který se ptal na otázku, co Česká republika vnímá její občany jako největší problém. A ukázalo se, že podobně jako Německo nebo Rakousko, Češi odpovídali, že jedním z největších problémů je přílišná rozhazovačnost, rozpočtové deficity těch jižních zemí. To znamená, v tom smyslu Česká republika převážně patří, nebo se ráda by viděla v tom severním křídle, ne v tom křídle jižní. Oui, c'est une question tout à fait intéressante, bien sûr. Je crois qu'en ce moment, la République tchèque cherche à se donner une nouvelle vision narrative, un nouveau récit. Celui du retour en Europe est accompli. À présent, il s'agirait de donner un sens à la présence des Tchèques au sein de l'Union européenne.
on a abandonné, je crois, la vision Est-Ouest, nouveaux membres, anciens membres, et je crois que les Tchèques adoptent de plus en plus une vision Nord-Sud, une vision, je dirais, d'un côté l'Allemagne avec les restrictions, les normes, etc., de l'autre côté le Sud considéré comme pas fiable, etc. Encore récemment, des sondages ont montré qu'il y avait des réactions très positives des Tchèques envers l'UE, en ce sens, baromètre européen. Beaucoup de Tchèques répondaient à la question qu'est-ce qu'ils voient comme problème actuellement pour l'Union européenne, répondaient justement ce sont les pays du Sud qui gaspillent l'argent, notre argent, etc., etc. Donc un peu comme l'Allemagne, comme l'Autriche. Peut-être un mot pour prolonger ce qui vient d'être dit, parce que c'est intéressant, parce qu'on est là 10 ans après l'élargissement, et l'élargissement avait pour objectif principal de réunifier l'Europe. C'était le langage de Havel, justement. C'est pas élargissement de l'Union européenne. Élargissement signifie, vous prenez quelque chose et vous l'élargissez. C'est la même chose, mais en plus grand. C'est l'Ouest qui s'étend à l'Est. Là, il y avait l'idée dans la réunification, c'est que les deux parties se retrouvent. Chacune apporte quelque chose. Et donc, c'est intéressant de voir comment ce discours-là sur la réunification Est-Ouest, aujourd'hui, est remplacé par le clivage Nord-Sud. Est-Ouest, oui, il y a la convergence, et on découvre que dans la crise, il y a un autre clivage qui apparaît décisif et même risqué pour la zone euro, c'est le clivage Nord-Sud. Et dans ce clivage-là, les pays d'Europe centrale, y compris les Tchèques, se positionnent comme nordiques, entre guillemets. Donc là, c'est... Comment ? Les déficits ne sont pas nordiques. Comment ? Les déficits. Ah, les déficits, ils sont pas du tout... Tout à fait du Sud. Oui, les déficits sont au sud, les gens sérieux et disciplinés sont au nord, donc les Tchèques veulent être nordiques ou se prétendent tels, et les Polonais aussi. Même j'ai entendu le ministre des Affaires étrangères polonais dire dans un discours, dans la crise actuelle, dans la gestion de la crise, la Pologne fait partie de l'Europe du Nord. Bon. Alors ça m'intéresse d'autant plus que autrefois j'ai écrit un livre sur la redécouverte de l'idée d'Europe centrale, donc comment on est passé de l'Europe de l'Est, on disait on était l'Europe de l'Est, hein, Europe divisée, Europe de l'Est, mais on disait non, on est Europe centrale, Milan Kundera, l'Occident kidnappé, c'est ça la tragédie de l'Europe centrale, culturellement à l'Ouest, politiquement à l'Est, géographiquement au centre, voilà la définition de la tragédie de l'Europe centrale. Et puis finalement l'idée de l'Europe centrale triomphe, et on est en 89, enfin, on est ce que nous voulons être. Et qu'est-ce que nous voulons être ? Nous voulons être Europe occidentale. On veut rejoindre l'Occident. Donc l'élargissement, tout ça, ça fait partie de cette ruée vers l'Ouest. Bon, on devient, et on ne veut surtout plus être retardé par des coopérations centre-européennes, des vagues idées haveliennes sur l'Europe centrale. Non, on va vers la marche vers l'Ouest. Très bien. Et puis maintenant, dans la crise, on découvre, Europe du Nord. Donc je vous rassure tout de suite, ces pays n'ont pas bougé, ils sont toujours au même endroit. Simplement, ils sont passés de l'Europe de l'Est à l'Europe centrale, à l'Europe occidentale, à l'Europe du Nord. Vous voyez comment la crise et l'après-89 ont un petit peu bousculé notre carte mentale et la perception que nous avons de nous-mêmes. Voilà. D'autres questions ? Celui de la Sorbonne. Est-ce que l'isolationnisme, c'est pour M. Kratzwartby, est-ce que l'isolationnisme de Obama ne redonne pas un attrait à l'Europe pour les Tchèques ? Rappelons-nous que la République tchèque est entrée, la Tchécoslovaquie est entrée, la République tchèque est entrée dans l'UE en même temps qu'elle est entrée dans l'OTAN, à quelques semaines près. Tak ta česká pozice v této otázce je značně komplikovaná, nejen česká, ale celé střední Evropy, protože tady došlo vlastně k několika posunům. První posun byl, když nastoupil Obama, zejména s tím jeho resetem
ve vztahu k Rusku, tak se najednou objevily velké obavy ve střední Evropě. To je ten známý dopis středoevropských vůdců prezidentovi Obamovi, ve kterému říkají, jsme ohroženi tím americkým izolacionismem, tím ústupem, protože se americká pozornost přesouvá do Asie. A to je něco, co tato skupina vůdců české zahraniční politiky, a to byli do značné míry Havlovci, to znamená ti, kteří byli spojováni s prezidentem Havlem, s jeho transatlanticismem, a je třeba přiznat, že Havel byl atlanticista stejně jako europeista, tak tam se objevuje tato velmi silná obava. To potom ustupuje do pozadí v souvislosti s těmi problémy, které souvisely s americkou radarovou základnou, což bylo velké téma, které se diskutovalo v České republice, ta základna padla a tato otázka ustupuje do pozadí. Ale teď v souvislosti s tou ukrajinskou krizí znovu toto téma vynořuje. A ti atlanticisté, kteří tehdy napsali ten dopis, dnes velmi výrazně opět mediálně působí. Ještě vidíte, my jsme vždycky měli pravdu. Ten izolacionismus byl chybou, protože ta naše obava z východu, z Ruska, z toho ruského medvěda byla oprávněná. To znamená, to, co se zdálo, že už je mrtvá debata, tak se znovu objevuje a dneska vlastně dominuje. Dokonce i na levici, což je neobvyklé v České republice, dokonce i Zaorálek připomněl tento dopis a říká, ano, v něčem měli jeho autoři pravdu. To znamená, ten nový levicový ministr zahraničí do určité míry přiznal těm svým pravicovým protivníkům, že skutečně něco na tom bylo. Takže ano, ten izolacionismus hraje tam výraznou roli. Oui, c'est un problème assez complexe, pas seulement pour la République tchèque, pour l'ensemble de l'Europe centrale. Bien sûr, lorsque Obama applique cette recette dans ses relations envers la Russie, on se souvient donc de cette lettre qu'ont écrite les chefs d'État des pays d'Europe centrale, formulant qu'ils se sentaient en danger par cette politique américaine, qu'ils se plaignaient du fait que les États-Unis s'intéressent plus à l'Asie qu'à l'Europe. Et les personnes en République tchèque qui formulaient cette opinion étaient souvent des personnes, des Havloviens, des personnes qui avaient été proches de Havel. Car Havel était à la fois pro-européen, mais aussi il avait une vision transatlantique. On se souvient donc de ce projet d'installation d'un radar en République tchèque, une défense militaire. Ce projet est tombé, mais bien sûr maintenant avec ce qui se passe en Ukraine, le sujet revient, on recommence à en parler, et justement les personnes qui avaient adressé cette lettre à Obama aujourd'hui se font entendre à nouveau, disent vous voyez, nous avions raison, les craintes que nous avions été justifiées envers la Russie. Et même à gauche, dans le spectre politique, on commence à entendre des voix qui formulent cette opinion-là aussi, y compris Zaorálek, le ministre des Affaires étrangères, qui admettent, oui, il y a probablement du vrai sur cette opinion. Bonsoir, Vladimir Krejčí, étudiant de Sciences Po Paris. Pour revenir un peu sur cette question, vous avez mentionné, M. Roupnik, une possibilité d'une défense européenne. Est-ce que ce sujet réapparaît maintenant avec la crise à l'Ukraine ou pas? Merci. To je, myslím, hodně zajímavé téma, protože tam se ukazuje ten paradox českého euroskepticismu. Ten euroskepticismus je velmi silný, ale pak se vždycky vynoří otázka, kdy najednou ti původně nejsilnější euroskeptici najednou volají po společné politice. Takový příklad je třeba společná energetická politika. Na jednu stranu mnoho českých politických představitelů řekne, nechceme společné politiky, chceme koordinaci, mezivládní koordinaci politik, ale pak najednou třeba v oblasti energetické politiky ten Sikorského návrh o energetické unii, ten velmi pozitivně přijímán najednou. To znamená, ano, tam společnou politiku chceme, protože konec konců Česká republika je velmi závislá energeticky na Rusku, na jeho plynu a ropě. A velmi podobný argument se dá použít i ve vztahu ke společné evropské obraně. Tam i ti, kteří patří tradičně do toho pravicového, euroskeptičtějšího křídla, najednou mění pozici, protože si uvědomují,
že zejména právě v souvislosti s tím Obamovým izolacionismem, že posílení evropské bezpečnosti konec konců může v delším časovém horizontu vést tedy k posílení bezpečnosti České republiky. Ale to je, myslím, velmi nový trend. Ta instinktivní reakce českých euroskeptiků by byla směrem ke Spojeným státům. Prostě tou klíčovou garancí je NATO. Ale právě v souvislosti s tím ústupem USA ze střední Evropy se tahle pozice také postupně proměňuje. Oui, c'est un thème tout à fait intéressant, bien sûr. Je crois par rapport à ce thème, on voit bien le paradoxe de l'euroscepticisme tchèque. Souvent, les politiciens les plus eurosceptiques vont, pour certains sujets, tout à coup prôner une politique commune. Par exemple, pour la politique énergétique. La première réaction de ces gens sera non, il faut une collaboration entre les États, pas de politique européenne. Mais par exemple pour ce thème-là, parce que la République tchèque bien sûr dépend du gaz et du pétrole russe entre autres, voilà, il s'agit par exemple, ça a été la réaction de certains politiciens à la proposition de Sikorski. Là, ce serait intéressant de trouver une politique commune. Et la défense est un autre sujet de ce genre. Même des eurosceptiques de droite commencent à critiquer l'isolationnisme d'Obama et voient dans une vision qui renforcerait l'Union européenne, renforcerait la défense de l'Union européenne. Cette vision-là, en fait, pourrait aboutir à un renforcement de la République tchèque elle-même. Mais c'est une tendance nouvelle. Instinctivement, ces politiciens vous répondront que la garantie de la sécurité des Tchèques, ce sont les États-Unis. Donc c'est quelque chose qui commence à apparaître. Oui, j'ajouterais juste un mot, c'est pour dire que le débat qui était peut-être trop simpliste autrefois, c'est-à-dire la défense, les choses sérieuses, c'est l'OTAN et donc les États-Unis. C'était clair. Et l'Europe, bon, bah, c'est bien pour l'économie, les choses comme ça. En gros, qu'est-ce que l'Union européenne? C'est un supplément économique de l'OTAN. C'était un petit peu ça, en caricaturant à peine le point de vue des milieux politiques tchèques. Là, avec les changements dans la politique américaine, bon, d'abord ils ont découvert que l'Amérique, c'était pas seulement Bush. Il y avait aussi une autre Amérique, une autre approche. Ils voient aussi que l'Amérique a beaucoup d'autres tâches. L'Asie, la Chine, le Moyen-Orient, le monde arabe, bref, il y a beaucoup de problèmes et que les Américains considèrent qu'il est temps que les Européens s'occupent aussi de leurs affaires et soient capables de gérer. Quand il y a une crise dans les Balkans, ce n'est pas toujours les Américains qui vont résoudre ça pour les Européens. Et donc, il y a du côté américain une exigence d'un pilier européen dans l'OTAN. Donc le débat, c'est plus est-ce que vous êtes pro-européen ou est-ce que vous voulez une défense américaine? Non, c'est les Américains qui vous disent on veut un pilier européen fort dans l'Alliance Atlantique. Donc le débat théologique d'autrefois est terminé. Et donc la question qui est posée, y compris aux nouveaux membres de l'Union européenne et à la République tchèque, les Polonais ont déjà donné leur réponse, c'est est-ce que vous voulez participer au renforcement de ce pilier européen, car l'avenir est incertain. On a vu la guerre dans les Balkans dans les années 90, premier avertissement sans frais pour nous, grand frais pour les Balkans, sans frais pour nous. Il y a aujourd'hui d'autres défis au sud. Je n'ai pas besoin d'énumérer les conflits de la Libye jusqu'à la Syrie qui sont à nos portes, et à l'est avec l'Ukraine. Et je crois que tout ça, comme disent les Anglais, it concentrates the minds. Voilà, ça amène tout le monde à aller à l'essentiel. Et je crois que voilà, peut-être que la politique tchèque aussi va se rapprocher de cette démarche polonaise, que finalement la politique. L'Europe, c'est pas seulement le marché, c'est aussi une entité politique. Et donc, voilà, c'est un rôle à jouer dans la sécurité, dans la défense. Et ça veut dire politiser l'Europe. Voilà. Et donc ça sera nouveau pour les Tchèques. D'autres questions?
question pour M. Klatorfri. Est-ce que vous pouvez caractériser, distinguer l'attitude des Tchèques vis-à-vis de l'Europe selon les régions dynamiques, celles en difficulté, entre Prague et la province, entre la Bohême et la Moravie? Je pravda, že ty regionální rozdíly jsou značně veliké, to je třeba přiznat, průzkumy veřejného mínění to opakovaně ukazují. Obecně platí, že bohatší a vzdělanější obyvatelstvo je proevropské, chudší, méně vzdělané venkovské obyvatelstvo je kritičtější. To platí, myslím, nejenom v České republice, to je obecnější sociologický rys a ten tedy ale platí i v rámci ČR, což je velký paradox, na který už profesor Rupnik poukázal, a sice, že tedy ty pravicové strany jako ODS čerpají svoje voliče mezi těmi bohatými a vzdělanými, kteří jsou zároveň proevropští. To znamená, ta nejvýraznější euroskeptická síla zároveň čerpá, nebo její voliči jsou ti, kteří jsou v principu značně proevropští. To je protože oni prostě prioritizují domácí politiku. Pro ně není tak podstatná ta politika evropská pro ty voliče, ale domácí priority té které strany. To znamená, ten rozdíl tady je značný, ale je třeba říct, že se v poslední době snižuje. To ty průzkumy jasně ukazují. To samozřejmě souvisí jednak s ekonomickými otázkami, kohezní, strukturální politika, která prostě, jak víte, tak Česká republika fakticky celá, s výjimkou Prahy, čerpá z těch kohezních a strukturálních fondů, že naopak Praha, která má zhruba 170% evropského průměru, tak je vyňata z těch dotací. Takže skutečně ten vliv je patrný a mně přijde, že není možné navštívit české město nebo vesnici, aby tam někde nevysela tabulka, že tuto cyklostezku vybudovala, podpořila Evropská unie, někde je to až příliš propagandistické, musím říct, ale je to tam prostě vidět. Takže tahle ta změna je velmi patrná. A je to, myslím, vidět i na tom, jak se chovají hejtmani, to znamená představitelé těch jednotlivých regionů, kteří mají tu intuitivní tendenci kritizovat vládu, zvlášť pokud jsou z jiné strany. A často tedy kritizovat kvůli evropské politice. Ale teď v posledních letech v souvislosti s tím čerpáním dotací jsou mnohem opatrnější, protože samozřejmě ty evropské dotace jsou pro regiony, oni jsou důležité pro stát jako celek, ale v rozpočtu regionu tvoří ještě mnohem větší procento. Takže tam skutečně ta proměna je veliká. Nemyslím si, že by byl zásadní rozdíl mezi Čechami a Moravou. To znamená, tam si myslím, že to není, je to skutečně spíš z hlediska socioekonomického postavení a vzdělanosti. To jsou ty dva klíčové faktory. J'espère ne rien oublier. Il y a en effet de grandes différences entre les régions, entre les différents pôles que vous avez mentionnés. Les sondages le montrent bien sûr. Pour généraliser, on peut dire que les populations plus riches, plus instruites, plus citadines peut-être, ont une attitude plus positive envers l'Union européenne. Les populations plus démunies, moins instruites, etc., auront une attitude plutôt antagoniste. Ce qui n'est bien sûr pas le propre de la République tchèque, c'est quelque chose d'assez courant. Par contre, on assiste à un paradoxe. Par exemple, les électeurs du parti de droite, de ODS, sont principalement des personnes qui sont plutôt aisées, plutôt instruites. Or, elles votent pour ce parti qui est plutôt eurosceptique. Ce qui voudrait dire qu'en fait, elles donnent la priorité à la politique intérieure plutôt qu'à la politique plus large, à la politique extérieure. Mais je dois dire aussi que cette différence entre les régions, etc., a tendance à se nivelliser, à diminuer. La République tchèque profite beaucoup, les différentes régions de la République tchèque profitent beaucoup de la politique structurelle, de la politique de cohésion de l'Union européenne. Où que vous alliez en République tchèque, vous avez des chances de tomber sur des pancartes qui précisent voilà, tel pont, tel édifice a été rénové, reconstruit grâce à l'aide de l'Union européenne. Ça en devient parfois un peu ridicule, on a l'impression d'assister à une espèce de propagande facile, mais c'est vrai, les régions en bénéficient. J'ôte Prague de cette caractéristique parce que Prague est à 170% du niveau européen, ce qui est tout à fait bien sûr un pas
rare par rapport aux autres régions du pays. Les préférés des différentes régions qui ont souvent tendance à critiquer l'État, notamment lorsqu'ils appartiennent à des partis politiques différents, et y compris pour la politique européenne, commencent à être plus prudents dans leur critique, parce que bien sûr ils sont les premiers à bénéficier du soutien de l'Union européenne. Je ne dirais pas qu'il y a une différence entre Bohême et Moravie. Je crois que la différence se situe plutôt à ce niveau-là, richesse, pauvreté, etc. D'autres questions? Pour parler au Slovaque, comment vous jugez la évolution depuis 10 ans? Děkuji, to je velmi zajímavá otázka. Otázka, kterou Češi neradi slyší, musím říct, protože tam se ukazuje, že Slovensku se v posledních letech jednoznačně daří lépe. V mnoha kritérií se podíváte třeba na růst produktivity práce, nebo konec konců i na růst hrubého domácího produktu, nebo na kupní sílu Slováků. To bylo, není to tak dávno, co se Češi smáli, že Slováci předběhli Maďary. A tehdy to samozřejmě mnohým Čechům přišlo vtipné, až do okamžiku, kdy Slováci předběhli Českou republiku. Tomu už se Češi tolik nesmáli. A to si myslím, že je samozřejmě charakteristika, která je dlouhodobý trend. Byla patrná už v podstatě v době vstupu. Ale teď v těch posledních letech je mnohem patrnější v souvislosti s ekonomickou krizí, protože Česká republika zaznamenala určitý propad, nikoli radikální, jako třeba pobaltské země, ale byl to propad, hospodářská recese, v nejhorším roce pokles asi o 4,5% HDP. Slovensko sice také zakolísalo, ale celkově to přibližování se Evropské unii na Slovensku je velmi prostě výraznější a je to prostě zřejmé. A konec konců, když navštívíte Slovensko, tak je to prostě patrné, že ta země velmi rychle, mnohem rychleji než Česká republika bohatne. A pak je tam samozřejmě druhý prvek a to je euro, protože Slovensko je jedním z těch průkopníků, těch pionýrů, kteří přijali euro jako jedni z prvních mezi novými členskými zeměmi. A to je pro řadu českých politiků něco naprosto nepochopitelného, protože jednak Slovensko přijalo euro, ale navíc Slováci jsou s eurem spokojení. Zhruba 70% podle posledního eurobarometru vyjadřuje spokojenost s eurem. A přitom teď třeba volby do Evropského parlamentu se nesou, zejména tedy na pravici české, ve znamení ano koruně, ne euru. Znamená, ta fobie vůči euru je neustále vyvolávána. A nedaleko za hranicemi, za Humeny, tak říkajíc, máme stát, který nám, jehož občané nám potvrzují, že žádný inflační skok výrazně nenastal a že jsou v zásadě s tou společnou měnou spokojení. Takže to je, myslím, velmi zajímavá otázka a velmi důležité srovnání pro Českou republiku. Oui, merci beaucoup pour cette question. Je crois que c'est une question très importante, une question que les Tchèques n'aiment pas, parce qu'il faut dire très franchement que la Slovaquie se porte mieux aujourd'hui. Elle a une plus grande puissance d'achat. Il n'y a encore pas longtemps, les Tchèques riaient, les Slovaques ont doublé les Hongrois. Mais quand les Slovaques ont doublé les Tchèques ont cessé de rire. Je crois que c'était une tendance visible déjà au moment de l'entrée en UE, mais elle est de plus en plus évidente, bien sûr. Et c'est visible aussi par rapport à la crise, la réaction des deux pays par rapport à la crise. La République tchèque a eu bien sûr une chute d'à peu près 4,5%, mais donc c'est pas une chute importante, mais c'est quand même une chute. La Slovaquie, elle, continue à prospérer. Et puis il y a aussi la relation à l'euro. La Slovaquie a été un des premiers pays à passer à l'euro parmi les nouveaux pays membres. Et d'après les sondages, 70% des Slovaques se disent satisfaits de l'euro, alors que aujourd'hui, quand on regarde les campagnes en lien avec les élections au Parlement européen, dans la campagne tchèque, on voit souvent oui à la couronne tchèque, non à l'euro. Alors que juste à côté, le pays voisin, le pays qui faisait partie de la Tchécoslovaquie encore il n'y a pas longtemps, on a vu qu'il n'y avait pas d'inflation particulièrement forte du fait de l'adoption de l'euro et que les Slovaques se disent satisfaits de l'euro. J'ajoute juste un mot parce que il y a une ironie dans toute cette histoire qui ne nous a pas échappé et
quelle ironie qui concerne le divorce tchécoslovaque. Au moment du divorce, donc en 92, je me souviens de la couverture de l'hebdomadaire Respect à Prague, qui était seul vers l'Europe ou ensemble vers les Balkans. Donc si on reste avec les Slovaques, c'est la catastrophe. Donc il y a deux trajectoires divergentes. Il y en a une qui mène vers l'Europe, l'autre qui mène vers les Balkans. Les Slovaques avec Mečiar, on sait où ils vont. Nous, avec Václav Klaus, on va vers l'Europe. Et alors, donc il y avait cette idée que, bon, tout ça c'est quand même, bon, il y a eu une déception, mais on s'est débarrassé du fardeau et on ira d'autant plus vite vers l'Europe, vers l'Occident, vers l'avenir des lendemains qui chantent. Et alors, l'ironie, c'est que la Slovaquie, bon, elle a traversé les années 90 qui étaient difficiles avec Mečiar, un régime nationaliste, autoritaire, bref, un État qui se constituait, mais qui niait l'État de droit. Voilà. Donc, construit un État, mais contre un État de droit. Ce qui était quand même... Mais dès que les Slovaques ont reçu le signal qu'ils n'étaient pas inclus dans la première vague pour l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne, donc lorsqu'en 1997 on leur a donné ce verdict, ça a créé un vrai choc dans la société slovaque. Il y a eu un réveil, une coalition s'est constituée qui allait de la gauche jusqu'à la droite catholique la plus conservatrice, autour de l'idée, il ne faut pas rater le train de l'Europe, il faut se débarrasser donc de Mečiar. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ensuite, pendant 10 ans, ils ont fait toute une série de réformes. Résultat, ils ont rejoint l'euro, ils sont aujourd'hui au cœur du projet européen, puisque l'Europe est en train de se redéfinir à travers le sauvetage de l'euro. Hein. Le noyau de l'Europe, ça sera la zone euro. Et les Tchèques qui se disaient oh, quelle bonne idée on a eu de ne pas adhérer à l'euro, maintenant se retrouvent en dehors. Et ils ont vu les Slovaques faire des réformes, se moderniser, se développer comme ça vient d'être dit. Et il y a cette ironie, donc, hein, il y a 20 ans, seuls vers l'Europe ou ensemble vers les Balkans. Aujourd'hui, c'est les Slovaques qui sont en Europe, c'est les Tchèques qui se trouvent un peu sur la touche. Et il est possible que voilà, l'objectif maintenant de la politique tchèque, c'est rattraper les Slovaques. Je ne veux pas monopoliser, mais dans le 3 films, encore une question pour M. Křetínský. En effet, les Slovaques sont champions pour utiliser les fonds européens. La NKO, c'est-à-dire la Cour des comptes tchèque, a accusé les autorités tchèques de ne pas avoir utilisé en 2013 370 millions, 370 millions, de crédits européens pour l'année 2013. 1 million par jour que les Tchèques ont laissé à Bruxelles. Comment expliquez-vous cela? Já si myslím, že ta odpověď na tuhle otázku má dvě roviny. Jedna rovina je fungování české státní správy, zejména tedy často i regionální státní správy, která funguje špatně, anebo je dokonce zkorumpovaná. To je jedna rovina, která nám dala odpověď na otázku, proč tam existuje takový rozdíl. Ale pak je tam ještě druhá rovina, tu já považuji za stejně špatnou jako ta první, a to je rovina ideologická. To znamená, tady v České republice existuje značně silná právě u těch některých liberálních euroskeptiků představa, že ty evropské fondy jsou v principu špatné. Prostě oni deformují tržní prostředí tím, že dochází k nějakému přerozdělování. To znamená, že tam převládá, dobře, my si ty peníze vezmeme, ale ty peníze jsou trochu jakoby špinavé v jejich očích. To znamená, a to, myslím, do značné míry blokuje potom skutečné čerpání těch dotací. A to se dá skutečně empiricky doložit, ten ideologický prvek v tom myšlení. Třeba v tom, že ty evropské fondy se mohou takzvaně front-loading, to říká anglicky. To znamená, v době ekonomické krize, a některé státy, pobaltské státy, Estonsko to dělali, mohou čerpat ty strukturální fondy rychleji v rámci toho jednoho 7letého finančního rámce v době krize, aby podpořili hospodářský růst a později budou čerpat méně.
A to řada států dělala, právě pobaltské státy, velmi úspěšně. Oni se prudce propadli, ale velmi rychle se z té krize dostali a dnes už zase poměrně dynamicky rostou. Česká republika nic takového nedělala. Prostě to odmítla dělat z ideologických důvodů. My prostě nebudeme, my jsme zastánci škrtů v té době rozpočtové rovnováhy, nebudeme uměle v jejich pohledu podporovat hospodářský růst. A to je to, co tvrdila Nečasová vláda. A výsledkem také je, že ty fondy nebyly plně vyčerpány, že Česká republika patřila mezi nejhorší státy z hlediska čerpání těch dotací. Takže tam jsou ty dvě roviny. Jedna ta neschopnost a druhá potom ten ideologický faktor, který je bohužel ještě horší. Oui, je crois qu'il y a deux niveaux pour répondre à cette question. D'abord, il y a le niveau du fonctionnement de l'État ou du fonctionnement des structures politiques, y compris régionales, où l'on assiste souvent à une assez importante corruption. Ça, c'est une chose. Le second niveau, qui, à mon sens, est peut-être encore plus important, c'est le niveau idéologique. Il y a en République tchèque, parmi les politiciens tchèques, une opinion qui consisterait à penser que cette possibilité de puiser dans les fonds européens, c'est quelque chose de mauvais. Cela déforme le milieu naturel du marché. On prend cet argent, mais on a la sensation que c'est en quelque sorte de l'argent sale. Et du coup, ça bloque bien sûr la possibilité de puiser des crédits. On peut montrer cela par exemple sur ce qu'on appelle le front-loading, c'est-à-dire cette possibilité de puiser plus vite les fonds dans le cadre des 7 années prévues et ensuite de les puiser moins vite pour justement faire face à un moment de crise, etc. C'est ce qu'ont fait les pays baltes par exemple. La République tchèque, et avec succès, la République tchèque refuse de le faire pour des raisons idéologiques. On se concentre sur l'équilibre budgétaire du pays et on pense en quelque sorte que ces aides sont des aides artificielles qui vont bouleverser la donne. En ce sens, vous avez raison, la République tchèque est un des pays qui a le moins bien profité des crédits européens. Já budu mluvit česky, protože francouzsky nemám moc, respektive skoro vůbec. Já se nejdřív představím, já jsem kolega tady Petra Kratochvíla z toho mezinárodního vztahu. Já nemám otázky, spíš komentáře nebo i odpovědi na některé z dotazů, které tady zazněly. Nejdřív bych si dovolil krátkou polemiku k tomu začátku, jak Petr kategorizoval euroskepticismus. Já bych řekl, že v České republice neexistuje levicový euroskepticismus. Neexistuje levicový euroskepticismus, tak jak ho známe z Francie, který by vnímal Evropskou unii jako neoliberální anglosaský projekt. Tento euroskepticismus podle mého názoru v České republice neexistuje. V České republice dominuje antivelmocenský euroskepticismus, který je doplněn liberálním euroskepticismem. Co mám na mysli tím antivelmocenským euroskepticismem? To je euroskepticismus, který je tažený stereotypní představou, že buď Evropská unie je nástrojem evropských velmocí k tomu, aby dominovali na evropském kontinentu, včetně těch malých států. A nebo že sama Evropská unie se stává tou dominující velmocí. Ten antivelmocenský euroskepticismus velice dobře se ukazuje v těch jako nejkrizovějších momentech té české debaty. Typickým příkladem ratifikace Lisabonské smlouvy, kdy vlastně ten zásadní argument, který nakonec na té parlamentní půdě ti euroskeptici přednesli, bylo: my nechceme Evropskou unii dominovanou Francií, Německem a Anglií. Tím dalším krásným příkladem byl nakonec finální Klausův argument: Lisabon je nový Mnichov. V tom spočívá ten antivelmocenský euroskepticismus. Ten předchází samotné evropské integraci. Překlad, dejte pauzu. Bonjour, je me présente tout d'abord, je suis un collègue de Petra Kratochvíl, donc chercheur aussi à l'Institut de Relations Internationales à Prague.
Je n'ai pas une question, mais je souhaiterais peut-être réagir ou commenter certaines des choses qui ont été dites ici. J'aimerais d'abord polémiser un peu avec ce qu'a dit M. Kratokvil dans l'introduction au sujet de l'euroscepticisme en République tchèque. À mon sens, je ne pense pas qu'il existe un euroscepticisme de gauche à proprement parler en République tchèque, tel qu'on peut le voir en France par exemple. Je crois que ce qu'on voit en République tchèque, c'est un euroscepticisme qui serait contre les grandes puissances et qui verrait donc l'Union européenne comme un outil de domination, voire l'Union européenne comme la grande puissance destinée à dominer l'Europe. On voit ce type de réaction lors de moments critiques, lors de moments importants, comme par exemple celui de la ratification du traité de Lisbonne, où on entendait comme réaction « Nous ne voulons pas d'une Union européenne dominée par la France et l'Angleterre ». Et voir certaines personnes qui allaient jusqu'à dire que Lisbonne était un nouveau Munich. Jenom abych to uzavřel, ten euroskepticismus antivelmocenský je strašně starý a souvisí s tím, co já nazývám mnichovský syndrom. To znamená ta stereotypní představa zrádných velmocí. Je to vize, kterou tady samozřejmě po druhé světové válce úspěšně pěstovali komunisté k tomu, aby nějakým způsobem do toho zabalili antiimperialismus a svoji vlastní ideologii. Ale co chci říct, ten antivelmocenský strach, nedůvěra k velmocem je něco, co se neomezuje jenom na komunistickou stranu, starou, ale i tu současnou. Ale je to něco, co podle mého názoru proniká i do spousty dalších ideových směrů. Ta obava z toho, že velmoci mají snahu srovnávat svět na svou míru a že je údělem malých států tomuhle brání. Víte, koho cituji? Když jsem citoval Kunderu. Pokud chceme pochopit český euroskepticismus, tak podle mého názoru, nebo Klausův euroskepticismus, tak podle mého názoru nestačí číst jenom Thatcherovou a dívat se na tu jeho liberální stránku, ale je potřeba si přečíst Kunderu. Pokud chceme rozumět českému euroskepticismu a tomu strachu se zrádných velmocí, přečtěte si tu esej Český úděl, přečtěte si ty pasáže o velmocích, které jsou příliš velké na to, aby mohly projít hrozný civilizace. O tom, co je vlastně údělem českého národa jako malého národa. Přečtěte si i tu esej v angličtině ze 74. Tragédie střední Evropy. Ta střední Evropa nejenom, že byla uzurpovaná tím Ruskem, ona byla i opuštěná nebo zrazená západními velmocemi. To byla ta message vlastně té essay Tragedy of Central Europe. Nejenom, že byla uchvácena a zanikla, že se z ní stala ta východní Evropa, ale že byla opuštěna a zrazena. Překlad. No, a já bych asi skončil, tím bych skončil. Je potřeba tímhle způsobem vnímat i tyhle kořeny českého orostu. J'essaie de me retrouver dans mes notes. Bien, alors oui, cette vision-là est bien sûr une vision de, comment dire, peur des grandes puissances. C'est bien sûr un stéréotype très ancien. Ce n'est pas seulement quelque chose qui se manifesterait envers l'Union européenne. On peut appeler ça le syndrome de Munich, c'est-à-dire cette peur d'être trahi par les grandes puissances. Le régime communiste a très régulièrement dans sa propagande utilisé bien sûr ce type de discours pour alimenter la peur, enfin dans son discours anti-impérialiste, etc. Et je crois que c'est quelque chose qui reste présent chez beaucoup de Tchèques, à la fois dans leur méfiance envers le parti communiste ancien, le parti communiste contemporain, mais de façon plus diffuse aussi. Et cette idée, cette peur que les grandes puissances ramènent le monde à leurs propres critères et que justement c'est aux petits pays de corriger cela. Et en ce sens, je crois qu'il est important pas seulement de lire ou de voir ce que pouvait dire Klaus par rapport à l'euroscepticisme, mais aussi de relire ce que disait ou ce que dit Kundera par rapport à l'euroscepticisme. Son essai sur le sort tchèque
l'Occident kidnappé, la tragédie de l'Europe, ces essais-là des années 70-80, où il dit entre autres que souvent les grandes puissances sont trop grandes pour passer la porte des civilisations, et à la fois le sentiment de certains Tchèques, non seulement d'avoir été dominés par les Russes, mais aussi d'avoir été abandonnés par l'Occident. Já můžu samozřejmě reagovat, tak klíčová otázka skutečně pro mě je samozřejmě ta analogie mezi, nebo ta představa, že Evropská unie je tou novou velmocí, která chce ovládnout, okupovat Českou republiku. To je samozřejmě, rozumím, že to v českém politickém diskurzu zaznívá, ale je to samozřejmě zkreslení. Naopak ten argument pro mě klíčový je, že jestli něco nebo někdo brání tomu, aby nějaké velmoci, a můžeme se podívat na současnou rusko-ukrajinskou krizi, tak jestli něco brání tomu, aby Česká republika byla někým ovládnuta, tak je to právě zapojení do těch multilaterálních struktur, včetně Evropské unie. Takže já rozumím tomu, že to může zaznívat jako politický argument, ale já se domnívám, že to je skutečně přesně naopak. Vlastně, že ta Evropská unie, jestli něco dělá, tak je to, že pomáhá nejen tedy velmocem, možná třeba nějakým velkým zemím, jako je Francie, prosazovat své zájmy, ale zároveň pomáhá malým státům. Dokonce i na té teoretické rovině existuje jedna teorie, která se jmenuje anglicky Voice Opportunity Thesis. Teorie příležitosti promluvit. A já si myslím, že v tom má ta teorie pravdu, že Evropská unie umožňuje těm, jejichž hlas by normálně nebyl slyšen v nějakém koncertu velmocí 19. století, aby ten jejich hlas slyšen byl. Takže to si myslím, možná to zní trochu pateticky, tenhle komentář, a já skutečně si myslím, že to je jeden z účelů, proč vlastně i ty pro malé státy členství v Evropské unii dobré. Je crois que la question clé, c'est bien sûr cette analogie problématique, à mon sens, selon laquelle l'Union européenne serait ce type de nouvelle grande puissance, en quelque sorte. Je comprends qu'on peut entendre ce type de discours, on peut entendre ce type d'image dans le discours politique tchèque aujourd'hui, mais je suis convaincu du contraire, justement que la présence pour des petits pays comme la République tchèque au sein de structures bilatérales, comme par exemple l'Union européenne justement, est ce qui empêche les grandes puissances d'en arriver à une domination. Bien sûr, on peut imaginer que ça aide des pays forts comme la France, comme d'autres, à imposer ses intérêts, mais il y a cette théorie Voice Opportunity Thesis, donc cette théorie de la possibilité de se faire entendre, et je crois que justement la présence de ces petits pays au sein de l'Union européenne leur permet de faire entendre leur voix dans le concert des grandes nations, ce qui n'aurait pas été possible au XIXe siècle, par exemple. Voilà. Juste un mot, puisque Milan Kundera a été invoqué ici, et bon, Klaus et Kundera, ça fait pas très bon ménage, comme disent les Anglais, from the sublime to the ridiculous. Et là, il y a la question effectivement des petites nations, le sort des petites nations. Ça, c'est quelque chose qui préoccupe les Tchèques, qui préoccupe Milan Kundera, qui préoccupe donc à juste titre. Et il y a la réflexion, et Kundera a eu plusieurs façons d'aborder le sujet. Dans son fameux discours au Congrès de l'Union des écrivains en 1967, il reposait la question de Schauer sur le fait que il y a des petites nations qui ne vont pas de soi, dont la survie ne va pas de soi. Et qu'est-ce qui justifie cet effort, cet investissement extraordinaire que nous faisons en perpétuant une langue, en essayant de construire une culture dans une langue particulière? On ferait peut-être, c'eût été plus simple en quelque sorte de rejoindre un grand ensemble germanique ou que sais-je encore, ou un grand ensemble slave, pan-slave. Non, il dit ce qui le justifie, la seule chose qui le justifie, c'est pas le culte du particularisme en soi, c'est parce qu'il y a un apport à quelque chose qui est européen, universel, etc. Donc ça c'est une première question, interrogation sur la culture d'un petit pays. Ensuite il y a l'idée, chez Kundera, alors ça c'est déjà dans ses essais dans les années 70 ou 80,
qu'effectivement, les petites nations pensent l'Europe différemment, ont une autre approche de l'Europe, peut-être justement parce que leur existence ne va pas de soi. Et que les grandes puissances, voilà, il y a les grandes nations, les grandes puissances qui font l'histoire avec un H majuscule. Et il y a aussi ceux qui la subissent. Et on peut la subir comme le brave soldat Sheikh, sur le mode ironique, ou bien on peut la subir sous un autre mode plus élevé, et ça c'est celui dont se rapproche Kundera lui-même. Et il y a chez lui cette idée que, voilà, l'esprit européen a été à un certain moment, là il écrit dans les années 80, plus aigu, plus vivant, plus authentique, plus fort, parmi ces petites nations d'Europe centrale dont l'existence ne va pas de soi et qui étaient à l'époque sous la domination d'un empire totalitaire. Et que leur européanité ou leur esprit européen était à ce moment-là en quelque sorte plus authentique, plus fort que celui que ce que l'on pouvait observer en Europe occidentale, où l'Europe, c'était le marché commun, à l'époque, je rappelle, à l'époque ça s'appelait le marché commun, et on discutait des tarifs douaniers et des montants compensatoires. Voilà. Et donc il y avait ce contraste entre l'Europe comme culture, comme civilisation, et l'Europe comme marché. C'était ça démarche de la réflexion, et en quelque sorte, voilà, si vous voulez retrouver le véritable esprit, il y avait une espèce de plaidoyer pour l'Europe centrale, voilà, si vous voulez redécouvrir le véritable esprit européen, eh bien c'est en Europe centrale que vous allez le trouver. Mais évidemment, cette réflexion-là, elle est à 100 lieues du provincialisme étroit, replié sur lui-même, europhobe de Václav Klaus. Il n'y a pas le moindre parallèle. C'est un contresens total chez Klaus. Si c'est ça la crainte des petites nains, que l'Europe soit dominée par les grands, qu'est-ce que serait l'Union européenne? C'est une conversation que j'ai eue parfois avec Václav Havel. Il disait toujours, mais qu'est-ce que serait l'Europe s'il n'y avait pas l'Union européenne? Il y aurait les grandes puissances, les grandes puissances seraient là. Et donc, ceux qui craignent l'Europe dominée par les grandes puissances, ben, l'Allemagne, elle serait là, la Grande-Bretagne serait là, ou la France, elle serait là. Et les autres. Est-ce que quelqu'un s'intéresserait à ce que pense l'Estonie ou la Slovénie sur telle ou telle question économique, environnementale ou internationale? Bon, c'est une absurdité. Donc, voilà, c'est deux démarches opposées. L'une, celle de Kundera, il a une formule sur l'Europe. Qu'est-ce que l'Europe? Le maximum de diversité dans un minimum d'espace. Voilà. Ce que représentent les petites nations, c'est cette richesse-là, c'est cette diversité, et ça c'est très important, et il ne faut surtout pas, effectivement, on pourrait traduire ça, il ne faudrait pas qu'une instance quelconque, nivelisatrice, essaye de réduire cela. Bon, l'autre Klaus, il parle d'un point de vue complètement différent, comme j'ai dit, le Kundera, notre identité, nous sommes l'esprit de l'Europe. Klaus, il part de l'idée, l'Europe c'est une menace pour notre identité et pour notre souveraineté. On est dans deux approches complètement différentes. En plus, l'un résonne en écrivain, en homme de lettres, l'autre il résonne en politicien, et parfois les deux domaines se rencontrent, mais là, ils sont vraiment complètement opposés, et je pense que la République tchèque, c'est une autre forme de ce que je disais au début. Il y avait les deux pôles, Václav Havel, Václav Klaus. Je dirais Kundera, Klaus, oui, c'est deux pôles aussi, même si tous les deux réfléchissent à la tragédie, au sort, au malheur des petites nations d'Europe centrale, et qui ont la chance d'être dans l'Union européenne. Et c'est pour ça que je remercie les organisateurs d'avoir organisé ce débat, et je remercie beaucoup aussi Peter Karatakoulié d'avoir accepté de passer la soirée avec nous. Et merci à vous d'être venus ici.